En mai 1921, après une maladie soudaine, un homme nommé Paul Amadeus Dienach est tombé dans un coma mystérieux qui a duré une année entière. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, ce n'était pas la chose la plus étrange qui soit arrivée à Dienach. Lorsque le jeune enseignant suisse se réveilla enfin, non seulement il était en parfaite santé, mais il semblait aussi avoir acquis une capacité surnaturelle à prédire l'avenir. Je sais que cela semble tellement atypique, mais franchement, les révélations de Dienach après son coma sont des choses qui ne peuvent tout simplement pas être expliquées autrement. Il a parlé de choses comme une boîte portative qui donne vie aux images, en d'autres termes, un iPad. Il a également prédit un certain nombre de choses qui se produiraient un siècle plus tard, comme nos tentatives de coloniser Mars, et même les guerres nucléaires, et tout cela à une époque où la Seconde Guerre mondiale n'avait même pas encore eu lieu. Si vous ne croyez pas au paranormal, alors l'histoire que je vais vous raconter pourrait bien bouleverser votre vision du monde. Préparez-vous donc. Et si vous y croyez, vous allez vouloir entendre ça. Paul Amadeus Dienach était un enseignant suisse-autrichien, né à Zurich, avec une profonde passion pour l'histoire et la philologie classique, c'est-à-dire l'étude de l'histoire de la langue. Dans l'ensemble, la santé de Dienach était assez fragile, mais même cela ne pouvait expliquer l'étrange sommeil dans lequel il est tombé un jour. Ce jour fatidique, Dienach vaquait à ses activités habituelles lorsqu'il s'est soudainement plongé dans un sommeil étrange, juste comme ça. Étonné, ses amis et sa famille tentent de le réveiller de ce sommeil étrange et soudain, mais rien de ce qu'ils font ne réveille Dienach. Cela effraie tout le monde, alors ils le transportent rapidement à l'hôpital où le médecin leur informe que Dienach est tombé dans le coma, même s'il ne pouvait exactement trouver quelque chose qui n'allait pas avec lui lors de l'examen physique. Pendant 14 jours, Dienach reste dans ce sommeil semblable à un coma jusqu'à ce qu'il se réveille enfin, au grand soulagement de sa mère paniquée. Naturellement, Dienach se sent un peu désorienté, mais à part cela, il semble en parfaite santé et après quelques semaines, il reprend sa vie normale. Peut-être que c'était juste l'une de ces choses étranges qui arrivent aux gens de temps en temps, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour Dienach. Car 4 ans plus tard, en mai 1921, Dienach retomberait dans ce sommeil étrange, mais cette fois après une brève maladie. Tout comme la dernière fois, ses amis et sa famille essaieraient de le réveiller, et tout comme la dernière fois, rien de ce qu'ils essaient ne fonctionne. Alors, une fois de plus, ils précipitent Dienach à l'hôpital, espérant peut-être qu'il se réveillerait dans quelques jours ou semaines comme il l'a fait la dernière fois. Dienach ne se réveille pas. Mois après mois passent, et Dienach est toujours inconscient. Sa mère décède même en attendant qu'il sorte de ce coma étrange. Mais Dienach ne se réveille jamais. Puis un jour, en mai 1922, un an après être tombé dans son deuxième coma, Dienach cligne des yeux et se réveille. Il est éveillé. La récupération de Dienach après le coma est à nouveau phénoménale. Certes, ses muscles sont faibles après une année entière sans s'en servir, mais à part cela, il semble parfaitement bien. Il y a juste une chose, cependant. Après le coma, Dienach semble étrange. Il ne parle ni à ses amis, ni à sa famille, ni à personne. Il est évasif et on a juste l'impression qu'il cache quelque chose. Serait-ce du chagrin? Lui et sa mère avaient une relation très proche, donc se réveiller de son coma pour apprendre que sa mère est décédée en l'attendant a dû le briser. Pourtant, cela semble être un peu plus que du chagrin. Dienach devient progressivement un reclus, s'enfouissant dans le travail manuel pendant la journée et passant ses soirées le nez plongé dans des livres de philosophie. La seule personne à qui il parle maintenant est son prêtre, ce qui rend la situation encore plus étrange, car avant le coma, Dienach n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler une personne très religieuse. En fait, il commençait progressivement à devenir sceptique à propos de la religion. Mais ensuite, après son coma, Dienach devient soudainement très impliqué dans les questions religieuses et spirituelles, parlant tout le temps avec son prêtre et lui suggérant même qu'il y avait beaucoup de choses sur la religion et l'au-delà que le prêtre ignorait. Quelles étaient ces choses? Cependant, Dienach ne le disait pas. Quoi qu'il en soit, quelques mois passent après l'étrange épisode de coma de Dienach et il contracte une mauvaise tuberculose. Pendant des mois, la maladie persiste et s'aggrave jusqu'à ce que les médecins de Dienach lui conseillent de déménager dans une ville au climat plus tempéré.
C'était en octobre 1922. Sans mère et sans amis, Dienach se sent probablement comme s'il n'avait plus de lien avec Zurich de toute façon. Alors il prend ses affaires et déménage à Athènes en Grèce, où il trouve un emploi en tant que professeur de français et allemand. Initialement, le changement de décor semble bien pour Dienach, mais il ne faut pas longtemps avant que les gens de la ville commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre chez cet homme. Par exemple, un de ces jours, Dienach est assis devant le Parthénon, les ruines d'un ancien temple construit en l'honneur de la déesse grecque Athéna. Pendant ce temps-là, un jeune homme vient s'asseoir à côté de lui et fait une remarque en passant sur le fait que quelqu'un, 2000 ans auparavant, s'était probablement assis au même endroit où il se trouvait, regardant le rocher, et que s'il se concentrait uniquement sur le rocher et rien d'autre, cela pourrait presque être comme s'ils avaient voyagé dans le temps jusqu'à cette époque, il y a 2000 ans. Dienach est immédiatement d'accord avec la théorie du jeune homme, mais ensuite, en y ajoutant sa propre interprétation, Dienach ajoute que puisque le Parthénon serait toujours le même dans 2000 ans, le regarder et oublier tout le reste, cela pourrait aussi être comme s'ils avaient voyagé dans le temps vers l'avenir. Mais ensuite, il ajoute une chose qui effraie totalement son nouvel ami. Après avoir dit que le Parthénon resterait le même dans 2000 ans, il dit « sauf qu'alors, il n'y aura plus de barrières autour, ils s'en seront débarrassés ». Le sérieux et le sentiment de certitude absolue qui entoure Dienach sont de trop pour son nouvel ami. Alors, le jeune homme s'éloigne maladroitement de Dienach. Il est très probable que ce n'était pas seulement ce jeune homme qui trouvait Dienach étrange à Athènes, mais il y avait un homme qui ne le trouvait pas, un homme qui admirait et respectait beaucoup Dienach. Son nom était Georges Papahadzos et il était un élève de Dienach. Au fil du temps, Dienach et Papahadzos se rapprocheraient et Dienach partagerait sa vie avec son étudiant bien-aimé, sauf pour une chose, son expérience mystérieuse de coma. Eh bien, cela n'avait probablement pas d'importance car Dienach allait de toute façon avoir des problèmes plus importants. En avril 1923, 6 mois après avoir déménagé en Grèce, les symptômes de tuberculose de Dienach commencèrent à s'aggraver considérablement. À ce stade, Dienach tousse beaucoup plus que d'habitude et il peut dire qu'il ne sera pas là pour beaucoup plus longtemps. Ainsi, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie, la seule question non résolue restant son expérience de coma. Au fil des jours qui se transforment en semaines et des semaines en mois, Dienach lutte pour savoir s'il doit ou non partager son expérience de coma. Malheureusement, son esprit lui a fait défaut et il n'arrive pas à se souvenir correctement de tout ce qu'il a vécu pendant le coma. Cela perturbe beaucoup Dienach, jusqu'au jour où tout lui revient. Tout à coup, c'est comme si un énorme poids avait été soulevé de ses épaules. Dienach est si heureux et excité que même sa propriétaire le remarque. Il s'assoit pour prendre la plume et, au cours de nombreux jours, il consigne son expérience du coma aussi fidèlement qu'il s'en souvient. Ce qu'il a écrit sur ces pages est ce que vous êtes sur le point de découvrir. Paul Amadeus Dienach est décédé en 1924, vraisemblablement de la tuberculose, et pendant 50 ans, son nom a été perdu dans l'histoire jusqu'en 1972, lorsque son étudiant bien-aimé, Georges Papahadzos, a publié un livre. Ce livre, il s'avère, est une traduction du vieux journal de Dienach et son contenu est une chronique de tout ce qui est arrivé à Dienach pendant son second coma. Dienach avait confié le journal à Papahadzos comme matériau d'exercice pour que Papahadzos puisse travailler son allemand en traduisant le contenu du journal en grec. La seule instruction de Dienach à Papahadzos était qu'il ne pouvait pas publier le contenu du journal pour quelque raison que ce soit. Eh bien, je suppose que Papahadzos a un peu raté le coup, mais sa défiance est la raison pour laquelle nous avons cette vidéo aujourd'hui, alors peut-être qu'il y avait un côté positif après tout. Quoi qu'il en soit, alors que Papahadzos commence à traduire le journal, il trouve quelques premières entrées sur le chagrin d'amour de Dienach lorsque son premier amour épouse un autre homme et meurt peu de temps après. Les entrées ultérieures, cependant, sont là où les choses commencent à devenir vraiment étranges. Au début, l'écriture semble un peu confuse, presque comme si Dienach essayait de dire quelque chose sans vraiment le dire. Mais ensuite, à l'approche de sa mort, Dienach commence à écrire de manière beaucoup plus libre. Quand ce capítulo décrit son expérience de coma, écrivimos bien explica un devenir incroyable. Selon Dienach, le premier jour de son coma, il s'est réveillé entouré d'un groupe de personnes le regardant dans une pièce étrange.
À l'extérieur de sa fenêtre, il y avait une belle campagne, avec des teintes de bleu et de vert qui se mélangeaient. Et sur le mur de sa chambre, une lumière rose douce se reflétait sur le cristal du mur, donnant à la pièce une atmosphère surnaturelle. Au début, Dianash commence à se demander si c'est le paradis ou peut-être une de ces planètes dont il a entendu parler avec des créatures extraterrestres intelligentes. Mais il réalise finalement qu'il est dans un hôpital, le plus étrange et le plus beau hôpital qu'il ait jamais vu. Pendant 9 jours, Dienak est incapable de quitter son lit car il souffre énormément et son esprit est embrouillé. Mais à partir du 10e jour, Dienak découvre qu'il peut bouger un peu. Et le 12e jour, juste 3 jours après avoir commencé à bouger, il se sent presque parfaitement bien, une guérison qui étonne, mais pas autant que sa prochaine expérience dans cet hôpital étrangement magnifique. Jusqu'à présent, Dienak a un bandage sur la tête, même s'il ne se souvient pas pourquoi il est là. Donc, quand il se regarde dans un miroir, il ne voit pas grand-chose, juste le bandage. Mais ensuite, quelques jours plus tard, l'infirmière lui enlève le bandage de la tête et Dienak voit son visage dans le miroir pour la première fois. Lorsqu'il le fait, il s'effondre sur le sol, confus, alors qu'il frôle la crise de nerfs. L'homme qui le regarde avec terreur dans le miroir n'est pas lui. Il n'avait jamais vu cet homme avant dans sa vie. Qui était-il? Dienak devient tellement paniqué et maniaque que les infirmières reçoivent l'ordre de ne pas l'approcher. À la place, il est laissé aux soins de 2 médecins spécifiques, le médecin-chef et un autre médecin. Alors que les médecins essaient de communiquer avec lui, Dienak réalise qu'il ne parvient pas à comprendre quelle langue il parle, ce qui est étrange compte tenu de la spécialité de Dienak en langue. Il perçoit toutefois que la langue a une sorte de mélange anglo-scandinave, mais c'est tout ce qu'il peut en déduire. Et cela le trouble vraiment. Après quelques jours, Dienak se calme enfin et est autorisé à se promener dans l'établissement, un endroit comme il n'en a jamais vu de sa vie. Par exemple, il y a cette grande salle où tout est fait de cristal, et un jour Dienak traverse cette salle quand il voit un groupe de médecins et d'infirmières rassemblés et en train de discuter. Il ne peut pas vraiment les entendre parce qu'ils chuchotent, et aussi à cause de la barrière linguistique, mais il peut comprendre quelques mots ici et là. Un nom qui semble circuler beaucoup est Andreas Nordam, que Dienak suppose être le nom de l'homme dont il était dans le corps. Plus Dienak écoute, plus il parvient à obtenir quelques morceaux supplémentaires du puzzle, et d'après ce qu'il comprend, Andreas Nordam avait été impliqué dans un accident qui l'a tué, mais ensuite les médecins ont gelé son cerveau pendant quelques minutes et ont pu le ranimer. Eh bien, réanimer dans un sens parce que, comme vous et Dienak le savez, même si ces personnes regardaient Andreas Nordam, Nordam n'était pas réellement revenu à la vie. Évidemment, cela semble complètement insensé et Dienak le réalise aussi, alors il décide de jouer le jeu et de ne révéler à personne le secret de sa véritable identité. Jusqu'à présent, Dienak pense encore qu'il est en 1921, mais en parlant à l'un des médecins, il apprend qu'il n'est pas réellement en 1921, mais en 3906. Cela pousse Dienak à une nouvelle crise de nerfs, car, à moins d'être victime d'une farce élaborée, non seulement il avait changé de corps, mais il avait aussi, d'une certaine manière, avancé dans le temps de 2000 ans en une seule nuit. La nouvelle réalité de Dienak prend du temps à s'imposer. Je veux dire, psychologiquement, il est en l'année 1921, mais physiquement, il se retrouve en l'année 3916, et c'est vraiment conflictuel pour lui. Peut-être que c'était ce blocage mental ou peut-être autre chose, mais Dienak a découvert qu'il ne pouvait plus s'endormir, ce qui est ironique quand on pense qu'il s'est retrouvé dans cette situation mystérieuse à cause d'une maladie qui provoquait un sommeil mystérieux. Quoi qu'il en soit, peu de temps après que Dienak a découvert dans quel corps il était et en quelle année c'était, il est emmené rencontrer un groupe de personnes appelées les lecteurs. Les lecteurs sont des dirigeants spirituels avec une aura royale et sacerdotale, et quand Dienak les voit, il se prosterne immédiatement. En sanglotant et en confessant, il se livre sur son passé et la vérité de qui il est vraiment. Les hommes semblent empathiques, mais ils ne font pas grand-chose pour aider Dienak, sauf dire quelques trucs sur la réalité et la cognition humaine que Dienak n'a pas vraiment compris. Après avoir rencontré les lecteurs et confessé sa véritable identité, Dienak rencontre le mentor d'Andreas Nordam, Yeager, ainsi que son meilleur ami, Stefan. Les deux hommes enseignent beaucoup de choses à Dienak sur l'avenir et lui présentent une boîte qui transforme les mots en images et en sons pour qu'il puisse apprendre encore plus, ce qui ressemble un peu à notre iPad moderne, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit,
Cet appareil appelé le Regensoge est ce que Dienach utilise pour apprendre le passé ou notre avenir. Dienach est autorisé à en apprendre autant qu'il le souhaite, sur tous les siècles, jusqu'en 3906, avec une exception. Il ne pouvait pas en apprendre sur le XXe siècle. Jaeger pensait que le fait que Dienach connaisse un passé qu'il pourrait être en position de changer pourrait être mauvais pour la chronologie. Soit dit en passant, pour clarifier, Jaeger et Stefan connaissaient tous deux la vérité sur l'identité de Dienach. Voici ce que Dienach a appris sur notre avenir. D'abord, les humains vont connaître 3 siècles très difficiles, de 2000 à 2300. Pendant cette période, les humains vont lutter contre la surpopulation et de nombreux conflits internationaux. Au milieu de tout cela, nous continuerons à enregistrer des réalisations astronomiques, et ce de manière littérale, car nous colonisons Mars en 2024, et pendant 60 longues années après cela, la colonie humaine sur Mars va croître jusqu'à 22 millions. Malheureusement, un énorme impact toucherait Mars, anéantissant toute la colonie humaine qui s'y trouve, et, à cause de cela, les humains ne tenteront pas de coloniser Mars ou toute autre planète pendant très longtemps. D'ici à 2309, les humains connaîtront une guerre de moyenne envergure qui durera 80 ans. Cette guerre anéantira la population humaine, en particulier l'Europe. Seuls les pays baltes et scandinaves survivront, expliquant peut-être pourquoi la langue en 3906 avait un mélange anglo-scandinave. Quoi qu'il en soit, après la guerre nucléaire, d'ici l'an 2396, la population humaine serait en déclin agressif jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement mondial se lève et mette fin à la guerre mondiale, marquant le début d'une nouvelle histoire pour l'humanité. Ce nouveau gouvernement mondial finira par se révéler très corrompu, car il sera principalement dirigé par des oligarques. Ainsi, pendant 200 ans, les gens résisteront à ce gouvernement jusqu'à ce qu'il tombe finalement et que la gestion des affaires soit confiée aux penseurs, humanitaires et scientifiques. Cela marquera une nouvelle fois un nouveau départ pour l'humanité. Maintenant, ensuite, pendant les 300 années suivantes, l'humanité subira une réforme sociale massive, passant d'un système économique basé sur la rareté à un système basé sur l'adéquation. En d'autres termes, les gens commenceront à travailler pour le bien commun plutôt que pour accumuler des richesses. Au début, les gens travailleront pendant 40 ans puis prendront leur retraite, après quoi la communauté mondiale s'occupera d'eux. Mais au moment où Dienach arrive en 3906 après Jésus-Christ, les gens ne doivent travailler que pendant 2 ans dans un programme obligatoire appelé service. Le service commence à l'âge de 17 ans après qu'une personne ait terminé ses études et se termine à 19 ans lorsqu'elle prend sa retraite pour ensuite poursuivre la vie qu'elle souhaite. Bien sûr, tu pourrais travailler. L'homme dont Dienach occupait le corps, par exemple, était physicien. Mais à ce moment de l'histoire, l'argent n'est plus vraiment utilisé car les gens voient désormais la valeur dans l'art et la science plutôt que dans les possessions matérielles. Donc, tant que tu termines tes années de service, tu n'as plus jamais à te soucier de l'argent. Mais qu'en est-il de la cupidité humaine? Les humains cessent-ils simplement d'être cupides et développent-ils une satisfaction parfaite dans 2000 ans? Eh bien, on dirait que c'est le cas. Selon le journal de Dienach, vers l'année 3000, quelque chose appelé le Nebelbursch se produit et cet événement s'accompagne d'une nouvelle capacité spirituelle appelée l'Oversen ou Supersen. C'est une capacité qui permet à l'humanité de puiser dans le vaste réservoir de connaissances spirituelles. Ce qui semble formidable jusqu'à ce que vous découvriez que tous ceux qui ont vécu le Nebelbursch lors de son apparition sont morts. La forte poussée d'émotions s'est avérée trop intense pour eux et leurs corps y ont succombé. En l'an 3382, cependant, le premier homme survit au Nebelbursch, et à partir de ce moment-là, tout le monde commence à y survivre, ce qui conduit à l'évolution d'une nouvelle espèce d'homme appelée Homo occidentalis novus, ou le nouvel homme occidental. Parce que la nature humaine change essentiellement grâce au Nebelbursch, il n'y aura pas besoin de loi à l'avenir. Tout le monde travaille pour le bien commun, et tous les siècles menant à cet éclairage seront considérés comme le Moyen Âge. Parlant de la nature humaine, Dienach a observé que les gens de l'année 3906 avaient une particularité. Ils ressemblaient à des enfants insouciants sans aucun souci au monde, ce qui l'a fait se demander comment ils comptaient survivre s'ils recevaient une menace extérieure, disons des extraterrestres. Eh bien, il s'avère qu'ils avaient déjà rencontré des extraterrestres de nombreuses fois et que les rencontres se sont avérées très agréables. Un jour, Stefan décide d'emmener Dienach dans une super ville appelée Norfair,
qui n'existait évidemment pas en 1921 et n'existe toujours pas aujourd'hui. Selon le récit de Dienach, Norfair était la 4e plus grande ville du monde, et les gens décrivaient cet endroit comme un pays de contes de fées. Dans cette ville, Dienach a vu de nombreuses demeures aussi hautes que des montagnes, un rivage de lacs bordé de marbre synthétique, des jardins suspendus, des boutiques flottantes, des observatoires flottants, des salons flottants et d'immenses villes souterraines. Cela vous semble probablement peu impressionnant, étant né dans une génération où les films de science-fiction sont monnaie courante, mais gardez à l'esprit que Dienach vivait à une époque où les films de science-fiction étaient à peine une réalité. Les films n'avaient même pas commencé à parler à l'époque de Dienach, pourtant Dienach mentionne des inventions qui ressemblent beaucoup à des films en 3 dimensions et à des jumbotrons. Quoi qu'il en soit, étant très intéressé par des questions philosophiques, Dienach aime évidemment sa nouvelle vie en 3906, après Jésus-Christ, avec l'élévation spirituelle accrue et les penseurs profonds avec lesquels il peut interagir. Puis un jour, il décide qu'il est temps pour lui d'entreprendre un voyage spirituel vers un lieu connu sous le nom de la Vallée des Roses, le centre spirituel de la ville, abritant l'élite spirituelle qui avait consacré sa vie à l'étude de la philosophie et de la science. Guidé par son ami Stéphane, Dienach visite la Vallée des Roses sur un bateau volant et l'endroit est tout ce que vous pouvez imaginer, absolument d'un autre monde avec des lumières scintillantes, de magnifiques buissons de fleurs, des temples et monuments majestueux et des pierres précieuses partout. Dienach tombe instantanément amoureux de cet endroit et y passe les semaines suivantes. Malheureusement, plus Dienach reste là, plus les nostalgies pour sa vie passée commencent à l'envahir, devenant de plus en plus fortes chaque jour. Plus précisément, Dienach est submergé par une forte vague de nostalgie pour son premier amour, Anna, ce qui nous mène à une autre expérience incroyable que Dienach vit dans le corps d'Andreas Nordam. Pour contexte, jeune homme, Dienach a rencontré et est tombé amoureux d'une fille de son village nommée Anna. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ils l'espéraient tous les deux, car la famille d'Anna l'a forcée à épouser un autre homme, et elle est même morte peu après. Mais maintenant, juste avant qu'Anna ne se marie, un de ces soirs-là, Anna et Dienach sont montés sur une colline pour passer un dernier moment ensemble. Après avoir partagé quelques heures magnifiques, Anna décide qu'il est temps de rentrer. Mais juste avant de partir, Dienach fait promettre à Anna qu'il la reverra. Anna accepte. En fait, elle va même plus loin en lui promettant que la prochaine fois qu'ils se verraient, elle ferait une couronne avec les fleurs des champs sur la colline où ils étaient assis et elle la lui donnerait pour qu'il la mette sur sa tête. Maintenant, voici où cela devient fou. En 3906, en tant qu'Andreas Nordam, Dienach commence une relation avec une fille nommée Sylvia. Un jour, près d'un an après que Dienach se réveille dans le futur, il décide de faire une excursion d'une journée dans l'ancien village de Dienach, bien que Sylvia ne sache pas que c'est là qu'ils vont. Lorsqu'ils arrivent, ils passent de nombreuses heures à visiter l'endroit, puis se retrouvent sur une colline pour partager un pique-nique. Et c'est là que la chose la plus curieuse se produit. Après avoir passé quelques heures sur la colline, Sylvia décide qu'il est temps de partir, mais elle cueille ensuite quelques fleurs des vents, en fait une couronne, et la donne à Dienach pour la poser sur sa tête. L'acte simple stupéfie Dienach pendant 1 seconde. C'est exactement ce qu'Anna avait promis de faire la prochaine fois qu'elle se verrait. Anna aurait-elle pu changer de corps et voyager dans le temps jusqu'en 3906 aussi? N'est-elle vraiment pas morte? Hey not Charles, that Narika Charles? Dienach réfléchit encore à cela lorsqu'il revient de leur excursion d'une journée. Il partage donc son expérience étrange avec Sylvia avec Stéphane. En réponse, Stéphane explique que le temps n'est pas linéaire et que Sylvia était très probablement l'âme réincarnée d'Anna qui a voyagé à travers le temps pour tenir sa promesse. Avant de t'esclaffer, voici quelque chose que je n'ai pas mentionné au début. Lorsque Dienach a rencontré Sylvia pour la première fois, Stéphane lui a expliqué qu'Andreas Nordam était amoureux de Sylvia depuis toujours, mais que Sylvia ne l'aimait pas en retour. Alors, comment se fait-il que Sylvia, qui ne ressentait rien pour Nordam auparavant, a soudainement commencé à éprouver quelque chose pour lui lorsque la conscience de Dienach a commencé à vivre dans son corps? Cela doit être une preuve de réincarnation, non? Quoi qu'il en soit, alors que Dienach réfléchit à cette réalisation, il commence lentement à se sentir somnolent pour la première fois depuis qu'il s'est réveillé en l'an 3906 après Jésus-Christ. Comment il a réussi à rester éveillé pendant toute une année me dépasse, mais lentement et doucement ses paupières papillonnent, puis elles se ferment et ensuite il s'endort. Au moment où Dienach se réveille, il est de retour au 20e siècle et dans son ancien corps. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Cette histoire est trop incroyable pour être vraie.
Mais gardez ce sentiment et réfléchissez-y un instant. Bon nombre des prédictions de Dienach se sont révélées étrangement exactes. Je veux dire, les entrées du journal parlent de la façon dont le 21e siècle serait marqué par des problèmes agricoles et environnementaux, la montée de l'individualisme, l'abolition des droits de l'homme et la menace bien réelle des armes nucléaires. Dienach a également mentionné quelque chose à propos de la colonisation de Mars, des véhicules volants, de la technologie holographique et du contact avec la vie extraterrestre. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que ces prédictions se sont avérées extrêmement précises jusqu'à présent, surtout pour un homme vivant au début des années 1920. C'était une époque avant la Seconde Guerre mondiale et le boom consécutif de la recherche scientifique et des découvertes. En fait, le projet Manhattan, qui a lancé la recherche sur le développement des armes nucléaires, n'avait même pas commencé à ce moment-là et ne commencerait que dans environ 20 ans. Donc, Paul n'aurait pas dû savoir ce que sont les armes nucléaires, encore moins comment elles poseraient une menace existentielle pour les humains au 21e siècle. Il n'aurait même pas dû avoir les éléments de base dans son cerveau pour imaginer des souvenirs aussi fantastiques. À la surface, du moins, il n'y a tout simplement pas d'autre explication possible aux prédictions de Dienach, si ce n'est qu'il a réellement vécu dans le futur comme il le prétendait. Sauf que peut-être que c'était juste un faux souvenir. Je vais expliquer avec une histoire vraie. Le jour de l'an en 2012, un homme de 29 ans, Alpha Kabidja, faisait du vélo dans une rue du nord de Londres pour aller voir sa petite amie et s'excuser auprès d'elle d'avoir assisté à une fête du réveillon du Nouvel An sans elle. Malheureusement, Kabidja n'atteindrait jamais la maison de sa petite amie car il serait renversé par une camionnette. Bien que le corps de Kabidja ne montre que des blessures mineures, Kabidja ne portait pas son casque ce jour-là. Donc, lorsque l'hôpital University College London a effectué un scanner, ils ont découvert que le cerveau de Kabidja saignait non seulement, mais s'était en fait déplacé dans son crâne. Pour sauver son cerveau, les médecins ont induit un coma afin que les chirurgiens puissent retirer certaines parties de son cerveau pour réduire le gonflement. Heureusement, la chirurgie a réussi et après 3 semaines, Kabidja s'est enfin réveillé de son coma. Quand Kabidja a repris conscience, contrairement aux attentes du médecin, il se souvenait de tout sur lui-même. En fait, il avait même acquis de nouveaux souvenirs. Par exemple, il se souvenait d'être allé voir sa petite amie qui était enceinte de leurs jumeaux, de l'image de l'échographie qu'il avait mise dans son carnet et des noms qu'ils avaient convenu de leur donner, Sky et Nikita. Kabidja se souvenait aussi d'avoir fait du vélo jusqu'au MI6 pour un entretien d'embauche avec un homme nommé Michael Mitchells, et même de posséder un jet privé. Le seul problème, c'est que rien de tout cela ne s'est réellement passé. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, quand la plupart d'entre nous pensent à la mémoire et aux souvenirs, nous imaginons que notre cerveau stocke les événements de manière ordonnée, comme une caméra vidéo, et puis sort les fichiers nécessaires quand nous en avons besoin, mais ce n'est pas vraiment ainsi que fonctionnent les souvenirs. Selon les scientifiques de la mémoire, les souvenirs sont plus comme des constructions mentales que des enregistrements sur bande ou des livres sur une étagère. Les souvenirs autobiographiques, en particulier, sont très flexibles, constructifs et reconstructifs. Par exemple, une étude publiée par Julia Shaw dans Psychological Science en janvier 2015 a montré que 70% des sujets testés en sont venus à croire faussement qu'ils avaient commis un crime grave en tant qu'adolescents. Et pas seulement cela, ces sujets pouvaient même fournir des détails très précis de ces non-événements uniquement sur la base de 3 entretiens dans lesquels Shaw utilisait des techniques suggestives de récupération de la mémoire. Comme Shaw l'explique, un souvenir est une version compressée, éditée et parfois embellie d'un événement, renforcée par le réseau de connexions qu'il crée dans notre cerveau. Les souvenirs qui ne restent pas avec nous sont ceux qui ont moins de connexions dans le réseau. Plus tard, lorsque nous récupérons le souvenir, le processus d'édition continue alors que nous façonnons le souvenir en une histoire cohérente et formons de nouvelles connexions réseau qui servent de nouveaux objectifs. Sa réalité en tant que souvenir n'est pas fonction de sa correspondance avec les événements réels tels qu'ils se sont produits, mais plutôt de ce qu'ils signifient pour celui qui se souvient, ce qui signifie que nos souvenirs sont plus subjectifs que nous ne le pensons. Mais voici le problème. Parfois, ce réseau de connexion peut devenir déformé. Cela se produit à une moindre échelle chez les personnes ayant un cerveau sain et non blessé, mais à une échelle bien plus grande chez les personnes ayant des lésions cérébrales ou des traumatismes crâniens. Surtout dans le cas d'un coma ou d'une perte de conscience, le cerveau essaie de donner un sens à l'intervalle de temps déroutant, puis recourt à combler le vide avec des souvenirs fictifs. C'est ce qui est arrivé à Kabidja. Pour Kabidja, la matière première de ses souvenirs fictifs provenait de son subconscient.
Avant son accident, Kabidja avait une petite amie. Certains de ses amis avaient des enfants. Il y avait des jumeaux dans sa famille. Il avait postulé pour un poste au MI6 quelques années avant son accident. Et il avait récemment vu un film mettant en vedette l'avion dont il se souvenait comme s'il était le sien. Donc, en d'autres termes, les éléments de base de ses souvenirs fictifs étaient quelque part dans sa tête. Son cerveau devait juste les trouver et les empiler les uns sur les autres quand il ne pouvait pas comprendre le temps que Kabidja avait perdu pendant son coma de 3 semaines. Pour Dienak, avant son coma, il s'intéressait à la philosophie et aux sciences humaines. Donc, longtemps après le coma, quand le cerveau de Dienak ne pouvait pas expliquer le vide temporel, il a probablement juste utilisé ces éléments fournis par son subconscient pour créer des souvenirs d'un futur utopique, où tout le monde était spirituellement enclin et fortement investi dans la philosophie. Eh bien, c'est certainement une façon de voir les choses, mais une façon plus précise de voir cette histoire est probablement que l'ensemble n'est qu'une œuvre de fiction. Écoutez-moi, il y a ce livre intitulé The Shadow Out of Time, écrit par H.P. Lovecraft dans les années 1930, et certains disent que ce livre pourrait avoir été l'inspiration pour l'histoire de Paul Amadeus Dienak. Par exemple, le protagoniste de L'ombre venue du temps tombe également dans le coma, puis se réveille dans une autre ligne temporelle. Eh bien, il se réveille dans le passé tandis que Dienak se réveille dans le futur, mais c'est toujours un coma et un voyage dans le temps. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'inspiré par cette histoire, George Papahatsis ait décidé d'écrire un traité narratif sur la spiritualité humaine en utilisant le voyage dans le temps et la romance comme dispositif de l'intrigue. Une recherche rapide sur George Papahatsis révèle qu'il était un intellectuel avec un profond intérêt pour les sciences humaines, et comme vous l'avez peut-être remarqué, c'était un thème majeur tout au long du récit de Dienak sur son temps dans le futur. Il est donc possible que l'histoire de Paul Amadeus Dienak soit simplement une œuvre de fiction, non destinée à être prise comme un fait. De plus, l'affirmation selon laquelle Paul Amadeus Dienak a vécu dans la ville de Zurich dans les années 1920 et a ensuite enseigné à Athènes durant cette même période s'avère tout au plus fragile. Même à cette époque, les deux villes avaient des registres de personnes y vivant et y travaillant, et aucune d'elles n'a de trace d'un Paul Amadeus Dienak. Dans son livre, George Papahatsis mentionne que Dienak a combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, après quoi il a changé de nom et s'est installé en Suisse. En d'autres termes, Paul Amadeus Dienak n'était probablement pas son vrai nom, mais cela semble un peu trop commode. Une autre chose qui est un peu trop commode est le fait que le journal manuscrit original de Dienak ait été perdu. Selon Papahatsis, des officiers militaires grecs ont saisi le journal chez lui lors d'une perquisition et ont découvert qu'il était écrit en allemand. Le problème, cependant, est que si c'est vrai, alors pourquoi Paul Amadeus Dienak n'existe-t-il pas? Et pourquoi n'y a-t-il pas de sources allemandes pour l'existence de cet homme censé être suisse? Au lieu de cela, toutes les sources pour Paul Amadeus Dienak sont grecques et remontent aux années 60 plutôt qu'aux années 20. Même la photo qui circule comme étant celle de Paul Amadeus Dienak est une autre supercherie. C'est en fait une photo d'identité judiciaire d'un criminel très photogénique en Nouvelle-Zélande, Daniel Tohill, ce qui détruit la dernière piste écrite pour ce soi-disant Paul Amadeus Dienak. Honnêtement, cela ressemble au roman The Princess Bride, qui prétend être une version abrégée d'un roman plus ancien qui n'existe en réalité pas. En fait, quelqu'un a fait remarquer qu'avant que le livre ne soit publié par George Papahatsis en 1972, l'intrigue principale du livre avait été exposée dans une série d'articles publiés dans un magazine grec appelé Parnassos, ce qui signifie que le journal n'a jamais existé. Alors, cela nous amène à la question à $1 million. L'histoire de Paul Amadeus Dienak est-elle vraie ou non? Eh bien, je suppose que nous devrons attendre jusqu'à l'année 3906 pour le savoir. En attendant, il y a en fait des histoires de voyage dans le temps plus convaincantes que celles de Paul Amadeus Dienak. En 2006, un voyageur temporel de l'année 1958 est apparu à Kiev, en Ukraine, et celui-ci a apporté des preuves tangibles, y compris des photos. Assurez-vous de vérifier cela.